pour les chambres parlementaires. Honorable Président, si je viens ici, c'est pour d'abord confirmer ce que venait de dire Honorable Inagosi, Geneviève, que je salue. Et je fais son intervention mienne, Honorable Président, en dehors d'une petite partie, bien sûr. Honorable Président, je vais vous raconter les faits. Je suis la personne qui est parlé avec les collègues Maningoi Lubamba Charles. C'est celui-là son vrai nom. Il a été validé après la mort du feu honorable Ntambwe Lubamba, Jean-Marie, d'heureuse mémoire. Honorable Président, quand j'ai parlé avec lui, il a dit qu'il voulait aller absolument signer la motion. Nous lui avons conseillé pour dire, écoutez cher frère, tu es de l'AFDC-A. Tu ne peux pas aller apposer ta signature parce que tu vas entrer en conflit avec ton regroupement politique. Il est arrivé au lieu où il y avait la motion. Il a insisté plus de 15 fois pour qu'il signe. On lui a dit, non, tu ne peux pas signer. Et en ce moment-là, on lui a dit, la motion même n'était pas au lieu où il était. C'est comme ça que, Honorable Président, quelques minutes après, nous avons des collègues députés ici, témoins, qui ont vu Mani Ngoï Lubamba Charles en train de signer. Ils sont dans cette salle. Honorable Président, qu'est-ce qui s'est passé? Il arrive, je vais écouter, il arrive, Honorable Président, pendant qu'il insistait, les autres collègues, quand ils ont signé, on a dit par honneur à notre collègue député, qui a beaucoup insisté pour qu'il signe, nous pouvons quand même lui faire confiance, lui donner pour qu'il signe. Honorable Président, il va signer, et c'est ici où je vais dire, s'il a été intelligent, il pouvait même mettre un nom de Kassongo. Mais imaginez, Honorable Président, Honorable Inagos, il a dit, son nom c'est Lubamba, il met Lumbala. Son poste nom c'est Ngoyi, il met Nkoyi. Chers collègues, même ceux qui peuvent tricher, pour tricher il faut d'abord être intelligent. C'est pour cela, Honorable Président, ici du haut de cette tribune, nous voulons demander ceci, Honorable Président, que lorsque nous voulons appliquer l'article 198 de notre règlement intérieur. In fine, Honorable Président, de cet article, il est dit ceci. C'est l'article 198 de notre règlement intérieur. Il est dit, au cours de la séance convoquée à cet effet, il s'agit de l'examen, Honorable Président, de la motion de défiance. Au cours de la séance convoquée à cet effet, aucun nouveau débat n'est ouvert. L'Assemblée plénière procède au vote de la motion, Honorable Président. Voilà pourquoi nous voulons rappeler à votre bureau, Honorable Président, qu'ici, nous passons directement au vote et il n'y a pas de débat. Je vous remercie, Honorable Président. Merci, chers collègues. Toutes les demandes de parole que j'ai concernent des honorables députés qui sont contre la motion. Alors, 2 contre sont intervenus. Il n'y a pas de pour. Où sont les pour? Collègue Maïcha. Où sont les pour? Les pour qu'ils viennent prendre la parole. Il n'y en a pas. Bon, on passe au vote. Asseyez-vous alors. Asseyez-vous, on passe au vote. Asseyez-vous. On va passer au vote, collègues.
Asseyez-vous parce que je vais vous demander de vous mettre debout, ceux qui sont pour. Asseyez-vous. Maintenant, on passe au vote. Qui sont pour la motion? Qui sont contre la motion? Merci, asseyez-vous. Qui s'abstiennent? Il n'y en a pas. Au vu du résultat des votes, la motion est rejetée. Honorables députés, chers collègues, je passe la parole J'invite les porte-paroles des signataires de la motion de défiance à nous exposer les contenus. Chikondo cha kumana kukumbana chijibu babi kijija umwa wa kubitabuji bwa jifundaji ya mukanda bwa jimanyina mene mutangi wa mianda ya mabanji wikane cha kumvusha pinge mundondo mianda ijimika lisa Honorable Mindoule, vous avez la parole. Merci, Président, pour la parole. Motion de défiance contre le ministre de l'économie nationale. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés et estimés collègues, conformément aux dispositions des articles 138, 146 et 147 de la Constitution de notre pays et des articles 214 et 215, alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, à ce jour de 30 mars 2022, nous, députés signataires de la motion, venons devant cette auguste assemblée solliciter par motion de défiance la déchéance du ministre de l'économie nationale. J'ai cité le citoyen Jean-Marie Kalumba Yuma, dont la teneur de la motion se présente de la manière suivante. Primo, très récemment, une vidéo a fait le tour du monde entier à travers les réseaux sociaux montrant un agent public de l'État à la personne du ministre de l'économie nationale de la République démocratique du Congo en train de distribuer les billets de banque à des enfants mineurs d'âge. Ces vidéos, combien choquantes, ont jeté de l'opprobre et le discrédit sur les institutions de la République et plus particulièrement au Premier ministre de la RDC qui ne ménage aucun effort pour lutter contre les antivaleurs. Pour votre gouvernement, l'article 1er du décret loi numéro 0017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de conduite définit un agent de l'État, un agent public de l'État comme toute personne qui exerce une activité publique de l'État et ou rémunérée par ces derniers. À cet effet, les membres du gouvernement sont des agents de l'État. À son article 9, le code de conduite
dispose que l'agent public de l'État a le devoir de se comporter tant dans sa vie publique que privée, de manière à préserver et à renforcer la confiance du public envers l'État et à améliorer son image de marque. L'agent public de l'État doit s'abstenir de tout acte d'improbité et immoral susceptible de compromettre l'honneur et la dignité de ses fonctions, notamment l'ivrognerie, le vagabondage sexuel, l'escroquerie, les vols, les mensonges, la corruption, la concussion. Il doit s'acquitter de ses devoirs dans le respect strict des lois et règlements, des instructions et des règles déontologiques relatives à ses fonctions. Il doit éviter, dans l'exercice de ses fonctions, de faire obstruction à la mise en œuvre des politiques, des décisions ou des actions publiques. L'agent public de l'État a l'obligation de procéder à son entrée en fonction annuellement, durant l'exercice et au terme de sa carrière et de son mandat, à la déclaration des avoirs et dettes personnelles et celles de sa famille immédiate auprès de l'organe compétent de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle. Enfin, l'agent public de l'État a le devoir de déclarer son affiliation à des organisations ou à des associations extra-professionnelles de son choix. L'article 17 de ce code précité stipule que l'agent public de l'État doit s'interdire de solliciter, de réclamer, d'accepter ou de recevoir, d'offrir un don, un cadeau ou tout autre avantage en nature ou en espèces pour s'acquitter ou s'abstenir de s'acquitter de ses fonctions, mandats ou obligations professionnelles. À sa qualité d'agent public de l'État, le ministre de l'économie nationale, le citoyen Jean-Marie Kalumba Yuma, a donc intentionnellement, volontairement violé les codes de bonne conduite de l'agent public de l'État et de ce fait, il a manqué aux 3 premiers devoirs prévus par l'article 9. Secondo, dans l'ordonnance numéro 22, /003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministres, le ministre de l'économie nationale est chargé de la promotion de la politique économique nationale sous ses divers aspects, notamment la politique générale de la production, ainsi que la politique de la réglementation du marché intérieur par les contrôles et le suivi a priori des prix des produits locaux de base et par le contrôle a posteriori pour les produits importés et des tarifs de prestation de services. Le ministre de l'économie nationale est aussi chargé de mettre en valeur l'ensemble de l'espace productif national en collaboration avec le ministre ayant l'industrie et les petites et moyennes entreprises dans leurs attributions. Il évalue des besoins de l'économie nationale, l'identification nationale, la confirmation et le recensement des agents économiques. Le ministre de l'économie nationale donne des avis sur les questions de politique économique et financière ayant un impact sur les approvisionnements, la production et le prix. Il a également la charge des politiques, de législation et de réglementation de la concurrence sur toute l'étendue du territoire national. Le ministre de l'économie nationale élabore les statistiques économiques courantes des productions sectorielles et globales,
conjoncturelle et structurelle et en assurer la conservation et la publication périodique. Enfin, le ministre de l'économie nationale réalise des études techniques et économiques concernant l'orientation et le comportement des agents économiques, assure l'encadrement des activités économiques et gère les stocks de sécurité en collaboration avec le ministre à charge des Finances. Eu égard à ces attributions, le ministre de l'économie nationale, le citoyen Jean-Marie Kalumba Yuma, a failli à sa mission principale, celle de contrôler la structure des prix sur le marché, plus particulièrement le produit de première nécessité. En effet, en lieu et place de définir une politique nationale dans ce secteur, en proposant au gouvernement d'acheter des bateaux de pêche et un projet en appui aux pêcheurs locaux, le ministre de l'économie, le citoyen Jean-Marie Kalumba, a proposé et obtenu au gouvernement l'exportation de millions de devises des contribuables congolais en Namibie, pays étranger, alors que le poisson mer de vieillesse dans le fleuve Congo, dans nos lacs, lac Tanganyika, lac Édouard, lac Albert, ainsi que dans les grandes rivières de notre pays telles que la rivière Semuliki, la rivière Kasaï, la rivière Lindi. En dépit des annonces et de la publication dans le média, les Congolais moyens ne sentent aucun changement réel des prix sur le marché. C'est chaque jour que nous enregistrons, nous députés, nous enregistrons des lamentations, des cris de détresse et de désespoir de la population. Les prix des denrées alimentaires et des produits de première nécessité galopent du jour au lendemain. La population ne sait à quel sein se vouer, car la vie coûte extrêmement cher. Quant à la prétendue importation des chars en provenance de la Namibie, l'objectif était d'inonder le marché et de faire baisser le prix sur le marché. Malheureusement, cette importation n'a connu aucune planification sérieuse en amont et en aval. Paradoxalement, aujourd'hui, un carton de char se négocie à 90 $ américains au lieu de 40 $ américains, tel qu'annoncé par le ministre de l'économie nationale. Et en général, les prix des produits de première nécessité ne font que galoper sur les marchés, ce qui influe négativement sur le panier de la ménagère. Alors que nous disposons des fleuves et des lacs poissonneux, ainsi que des rivières, on trouve dans certains coins de la République des enfants qui souffrent encore de la malnutrition. En ce qui concerne le prix des billets d'avion, le ministre de l'économie nationale ne parvient pas à appliquer totalement les protocoles d'accord signés entre lui et le transporteur aérien. Nous assistons à une anarchie qui se caractérise par une fixation à double vitesse. Le prix vacille selon l'humeur du transporteur. Les billets d'avion pour certains trajets se payent doublement. Le cas par exemple de la compagnie aérienne CAA qui oblige des passagers qui doivent se rendre à Kisangani de passer obligatoirement par la ville de Goma, ce qui fait qu'au lieu d'acheter des billets directs Kinshasa-Kisangani, ces derniers commencent par payer les trajets Kinshasa-Goma et puis Goma-Kisangani. Quant aux produits pétroliers, il est constaté
régulièrement une pénurie d'essence et du gasoil dans plusieurs stations d'essence ou stations-service de la capitale, ce qui occasionne l'augmentation des prix du transport en commun et le recours des pratiques appelées communément demi-terrain. Au niveau des provinces, cette pénurie crée la rareté des produits pétroliers avec comme conséquence la montée vertigineuse des prix sur le marché. La gestion de ces secteurs clés de la vie laisse croire qu'il y a trop peu d'orthodoxie et cela favorise l'enrichissement à cause des pétroliers et de leurs complices, ce qui est contraire à la vision de son Excellence le Président de la République, chef de l'État, qui fait du social des Congolais son cheval de bataille. Le peuple d'abord. Honorable Président de l'Assemblée nationale, estimés collègues députés nationaux, les faits reprochés aux citoyens ministres de l'économie nationale constituent une flagrance, car ces faits sont vérifiables sur le terrain. Nous sommes donc dans le droit d'affirmer haut et fort que le ministre de l'économie nationale, citoyen Jean-Marie Kalumba Yuma, est incompétent. Il n'est pas à la hauteur de sa tâche. Vous restez dans la motion, collègue. Vous restez dans la motion. Merci, Président. En dehors de la motion. Il n'est pas à la hauteur de sa tâche et son incapacité à baisser le prix des denrées alimentaires n'est plus à démontrer. Voilà pourquoi, honorables députés, nous vous prions de bien vouloir voter massivement en faveur de cette motion de défiance pour non seulement redorer l'image de notre pays, mais aussi et surtout sauver la vie du peuple congolais. Je dis et je vous remercie. Honorables députés, chers collègues, nous remercions le porte-parole des pétitionnaires. Vous venez de suivre le contenu de la motion de défiance soumise à notre délibération. J'ouvre donc le débat. Nous nous sommes convenus qu'il y aura un intervenant par groupe parlementaire. Un intervenant par groupe parlementaire et un intervenant par non inscrit. Non, on n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là. Je vous rappelle ça. Maintenant, vous avez suivi le contenu de la motion. Je passe la parole maintenant à Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Chers collègues, suivez attentivement. Suivez attentivement. Twashkulonda mene kujini shakwa kula nyandi osmimu buchika bikena kwanda muna afile manda muna ikacha kusankisha bachukuita bwa bintu dibanda mkuno wakabanje banyana Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, c'est avec une profonde humilité
que je me présente devant vous ces jours pour me livrer à un exercice de haute portée politique qui portera longtemps les témoignages de nos efforts communs déployés pour renforcer la démocratie et la redevabilité de l'action publique dans notre pays. En effet, j'ai été saisi par l'honorable président de l'Assemblée nationale le 24 mars 2022 qui m'a transmis une motion de défiance m'adressée par 70 honorables députés nationaux et m'a invité par la même occasion à me présenter devant votre auguste Assemblée pour y apporter les réponses les plus pertinentes. Après examen de la dite motion, il s'en dégage 5 préoccupations essentielles, résumées ci-dessous, que je me ferai l'honneur et le devoir de raconter avec sincérité et clarté. Il s'agit de 1. La violation du code de bonne conduite de l'agent public de l'État pour avoir donné de l'argent à des enfants mineurs. 2. L'importation des poissons sécheurs de la Namibie en lieu et place de l'acquisition des bateaux de pêche et l'appui aux pêcheurs locaux. 3. La hausse récente des prix des produits de première nécessité sur les marchés congolais. 4. Le non-respect des tarifs officiels par les opérateurs du secteur du transport aérien. 5. Les pénuries d'essence dans certaines stations de la capitale et les prix relativement élevés des carburants à l'intérieur du pays. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, d'ores et déjà, je m'en vais vous remercier pour l'intérêt que vous accordez au ministère de l'économie, dont j'ai la charge, ainsi que pour les délais qui m'ont été accordés afin de préparer mes réponses. Je ne doute pas un seul instant que je bénéficierai de votre pleine attention durant l'exposé que je m'en vais vous livrer. 1. De la violation du code de bonne conduite de l'agent public de l'État. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux. S'agissant de la préoccupation qui porte sur la violation des dispositions de l'article 9.1, 2, 3 du décret loi numéro 017/2002 du 3 octobre 2002 portant code de bonne conduite de l'agent public de l'État, il a été fait mention d'une vidéo dans laquelle le ministre de l'économie nationale distribue les billets de banque aux enfants mineurs. Autant que vous, j'ai été personnellement peiné et outré de l'usage malencontreux de cette vidéo, volontairement sortie de son contexte pour des raisons que j'ignore. En effet, j'ai été saisi qu'une délégation de jeunes élèves venus de Kindu pour participer à une compétition sportive interscolaire souffrait d'une prise en charge insuffisante. Ces 50 élèves dont il est question, logés péniblement dans la commune de Ndjili, dans les conditions de promiscuité indescriptibles, étaient totalement dépourvus de toutes ressources pour couvrir leur séjour à Kinshasa. Cela jusqu'à manquer de quoi se nourrir, voire même de quoi payer leur titre de voyage pour retour à Kindu. Après de multiples interpellations provenant tant des encadreurs de ces élèves que de leurs parents, ainsi que de mes propres enfants, il m'a été humainement impossible de rester indifférent face à cette détresse subie par de 6 jeunes enfants, parmi lesquels de nombreuses filles. La petite réception qui a eu lieu dans ma résidence n'avait vocation ni d'être filmée, ni d'être diffusée dans les médias sociaux. C'est certainement sous le coup de l'émotion que l'un des participants a jugé utile d'immortaliser cet acte que j'ai posé en père de famille et en stricte intimité. Si vous m'avez vu remettre à chaque élève ma contribution, c'était simplement dans le but de m'assurer que chacun d'eux entrerait effectivement en possession de l'appui que je leur ai réservé.
n'eût été l'infâme récupération politique qui en a été faite et la polémique volontairement entretenue par un journaliste de la place, cet acte de générosité n'aurait jamais dépassé les limites du cadre familial dans lequel il a été posé. D'ailleurs, le dit journaliste a été sanctionné d'une suspension de 3 mois par ses propres pairs de la profession pour la violation du devoir d'exactitude et autres manquements au code d'éthique et de déontologie du journalisme. Néanmoins, si en dépit de cet éclairage, certains parmi vous s'estiment toujours lésés par l'acte posé et surtout par l'injustifiable récupération médiatique qui a été faite, je vous prie sincèrement et humblement d'accepter mon profond regret. De l'importation des poissons chéchars de la Namibie. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, s'agissant de la préoccupation sur l'exportation des poissons chéchars de la Namibie, à lieu et place d'une acquisition des bateaux de pêche ou encore d'une politique d'appui aux pêcheurs locaux, j'aimerais d'entrée de jeu souligner à votre attention que toute la polémique qui entoure cette affaire relève essentiellement d'un déficit communicationnel plutôt que d'une quelconque erreur de jugement du gouvernement à travers mon ministère qui aurait conduit à un gaspillage des ressources publiques. Sur ces points, je partage totalement la préoccupation des honorables députés relative à la dépendance structurelle de notre pays vis-à-vis de l'extérieur quant à l'approvisionnement du marché intérieur en produits de première nécessité. Cette situation qui dure depuis plusieurs décennies, maintenant reflète la déliquescence de l'appareil productif national, conduisant malheureusement à l'étroitesse de l'offre locale par rapport à la demande exprimée notamment en produits alimentaires. Sans préjuger de la réponse qu'aurait pu réserver mon collègue, monsieur le ministre de la Pêche, à cette préoccupation qui relève de ses attributions spécifiques quant à la promotion de la production nationale dans ce secteur, je crois pouvoir relever qu'un tel projet doit nécessairement s'inscrire dans le cadre d'une planification à moyen et long terme, arrimée à un agenda de réformes structurelles holistiques susceptibles de soulever la problématique des infrastructures, de l'énergie et du capital humain. À cet effet, acquérir les bateaux de pêche est certes nécessaire, mais pas suffisant pour assurer le développement d'une industrie locale de la pêche. Encore, faudra-t-il disposer d'une évaluation robuste de notre potentiel halieutique, de voies d'évacuation, d'une fourniture suffisante en énergie électrique, d'infrastructures de la chaîne de froid, d'unités industrielles de traitement et de conditionnement des produits de la pêche, ainsi que d'une politique sectorielle adéquate. Tous ces préalables nécessitent des investissements publics et privés considérables qui ne peuvent se mobiliser que dans la durée. Au-delà de cet agenda à moyen et long terme, il est aussi attendu du gouvernement qu'il apporte des solutions immédiates aux préoccupations conjoncturelles. C'est dans ce cadre précis qu'il faut inscrire l'initiative du gouvernement sur l'importation des poissons en provenance de la Namibie. Dès l'investiture de votre gouvernement, la problématique de la hausse des prix des produits de première nécessité s'est posée avec une grande acuité. En droite ligne avec les attributions de mon ministère et de la réglementation en vigueur, j'ai initié des travaux techniques d'analyse des différentes structures des prix, principalement dans les secteurs des produits surgelés d'importation, compte tenu de leur importance dans les paniers de la ménagère, d'une part, et de la flambée des prix, d'autre part. Les analyses et investigations menées sur place et à l'étranger ont abouti à un constat de fraude généralisée pratiquée par les opérateurs économiques du secteur à des niveaux avec une incidence considérable sur les prix. Premièrement, une falsification des déclarations faites à la douane
quant à la valeur des marchandises importées, la valeur CIF, leur quantité ainsi que leur nature. Ceci avec comme conséquence de réduire substantiellement les recettes dues au trésor public et autres structures de l'État telles que la DGDA, l'OCC, l'OGFREM et la SCPT. Deuxièmement, une surcharge des structures des prix par nombreux éléments non incorporables au regard de la réglementation en la matière. Ici peut-être, je peux l'illustrer par un exemple. Le ministère de l'économie, lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai commencé par faire l'analyse des licences d'importation et des bulletins de liquidation. À ce qui concerne les licences d'importation, le prix d'une tonne de chanchar à la Namibie coûte 1 200 $. Le transport et l'assurance coûtent 170 $ américains. Ça fait 1 370 $ américains. Mais lorsque les importateurs, ici à Kinshasa, établissent les licences d'importation, c'est 200 $ la tonne. Donc, pour un bateau de 1000 tonnes, ils ne décaissent que, ou ils établissent que les lettres de 200 000 $ pour 1000 tonnes. La question qu'on s'est posée au niveau du ministère, et c'est là où j'ai engagé des discussions avec les opérateurs économiques. Comment vous faites pour une marchandise qui coûte 1 200 $ la tonne, mais au niveau de nos banques, vous ne décaissez que 200 $ américains. Et on va tout de suite constater que c'est ça ce qu'on appelle le blanchiment des capitaux. Nous avons mené des investigations et nous avons trouvé que les 1 000 $ supplémentaires viennent dans des banques qui sont logées à Dubaï et aux îles Vierges. Nous ne nous sommes pas limités là. Lorsque nous sommes partis en Namibie, nous avions les vraies valeurs CIF qui est arrivé au niveau du port de Matadi, soit 1 400 $ la tonne. Mais lorsque les importateurs économiques qui importent de la Namibie, ils déclarent 214 $ la tonne, la valeur CIF. Quelle est la conséquence? La conséquence, c'est que le premier service de l'État qui doit prendre les marchandises en charge à l'arrivée au port, c'est la DGDA. La DGDA doit percevoir les 10% de la valeur CIF. Donc, une marchandise qui arrive à la douane avec une valeur CIF de 1 400 $, la DGDA doit percevoir 140 $. Mais par contre, avec les déclarations des différents opérateurs économiques, lorsqu'ils déclarent 214 $, c'est que la DGDA se contente seulement de 21,4 $. Et quand vous faites la différence, vous trouvez un gap de 119 $ la tonne. Nous importons de la Namibie 150 000 tonnes l'an. Et vous prenez la décote de 119 $, vous multipliez par 150 000 tonnes, vous avez au moins 16 millions de $ que la DGDA perd chaque année. Et là, nous sommes seulement au niveau de la DGDA. Il y a le GFREM, il y a le FPI, il y a l'OCC, il y a tous les services qui interviennent au niveau de la structure des prix. Tout compte fait, par an, pour l'unique produit, les chinchas, l'État congolais perd 200 millions de $ l'an. Et c'est là où nous avons commencé à interroger et à mettre la pression sur nos opérateurs économiques pour qu'ils puissent pratiquer les justes prix. Et vous vous souviendrez que nous avons engagé des discussions avec les opérateurs économiques où, après avoir abouti et signé des procès-verbaux, ils n'ont pas voulu respecter leur engagement.
Compte tenu de cette situation, le gouvernement a décidé de s'engager, parce qu'il commençait déjà à faire la rétention des stocks. Nous nous sommes dit que nous nous approchons des fêtes de fin d'année, nous devons acheter les quotas de pêche pour que la population ne puisse pas connaître des problèmes à la fin de l'année. En agissant de la sorte, ces opérateurs économiques font supporter aux consommateurs le poids de leur fraude à l'importation en pratiquant des prix illicites qui confisquent une part importante du pouvoir d'achat du modeste citoyen. Ceci est en opposition directe avec la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui place les intérêts de notre peuple au-dessus de toute autre considération. Cette fraude coûte à l'État et aux consommateurs au minimum 194 à 200 millions de dollars américains par an, et c'est pour les chinchards seulement. Si elles étaient captées par les trésors publics, ces recettes auraient pu utilement servir à soutenir les secteurs productifs en générant de nombreuses opportunités d'emploi pour notre jeunesse. Pour corriger ces problèmes, j'ai initié à partir du mois de mai 2021 les travaux de rationalisation des structures des prix des produits surgelés d'importation en concertation avec les opérateurs économiques du secteur. Malgré de nombreuses concertations et l'arbitrage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, qui ont abouti à un consensus quant aux niveaux indicatifs des prix à appliquer, les importateurs ont opposé une résistance farouche à cette initiative du gouvernement. Au lieu d'appliquer les prix indiqués, ils ont plutôt recouru à la pratique de la rétention des stocks pour créer une rareté artificielle et spéculer davantage sur les prix. Cette pratique dangereuse a entraîné un risque avéré de remous sociaux en perspective des festivités de fin d'année, poussant ainsi le gouvernement à procéder à des approvisionnements d'urgence pour mettre la population à l'abri de la pénurie. Pour ce faire, le gouvernement a décidé d'acquérir un quota de pêche de 27 300 tonnes de chinchards auprès du gouvernement namibien pour une valeur de 5 842 200 dollars en septembre 2021. Non seulement pour soulager les consommateurs, mais aussi pour offrir des opportunités économiques aux opérateurs nationaux depuis longtemps marginalisés et investis par la concurrence déloyale et la fraude pratiquée par les principaux importateurs. Cette démarche a aussi permis au gouvernement de mieux appréhender les circuits d'approvisionnement de ces produits importants en vue de mener des actions décisives susceptibles d'endiguer la fraude et de décourager le blanchiment des capitaux dans ce secteur. Les démarches auprès du gouvernement frère de la République de Namibie furent effectuées par une commission interinstitutionnelle composée de délégués de la présidence de la République, de la primature, du ministère des Finances, du ministère du Commerce extérieur et du ministère de l'économie nationale. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, je n'ai aucun doute que vous pouvez mesurer l'étendue du courage qu'il m'a fallu mobiliser pour m'attaquer à un chantier aussi périlleux que celui de restaurer la transparence dans un secteur aussi gangréné par la fraude. Ce faisant, j'ai donc pris le risque de compromettre certains intérêts particuliers au nom de la préservation de l'intérêt de l'État et de la protection du pouvoir d'achat des ménages les plus démunis. Pour preuve, cet effort de rationalisation des structures des prix a fait l'objet de fortes obstructions portées par des forces à l'intérieur et à l'extérieur du pays dont les intérêts égoïstes semblent mis en péril et n'hésitent même plus à menacer mon intégrité physique. Honorable Président, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, ce que vous devez retenir dans ce secteur, la plupart des entreprises importatrices de chinchards ici au Congo, ce sont les mêmes entreprises qui sont propriétaires des sociétés de pêche à la Namibie. Ils sont productrices, ils sont exportatrices
elles sont importatrices, elles sont transportrices, elles sont détaillantes, les mêmes entreprises. En dépit des nombreuses difficultés découlant de ces obstructions, le gouvernement a néanmoins obtenu la reconduction de son quota de pêche pour la saison 2022. Il a peur que les allégations largement médiatisées quant à la perte des ressources investies dans l'acquisition des quotas de pêche ne sont que des rumeurs malveillantes en contradiction avec la vérité et visiblement entretenues par ceux qui tiraient profit des pratiques illicites. Je voudrais donc rappeler à l'attention de l'auguste Assemblée que l'initiative du gouvernement était principalement motivée par l'urgence d'éviter la pénurie de ces produits en grande consommation, eu égard au risque de sabotage de la part des opérateurs traditionnels du secteur. Il n'a jamais été question de se substituer aux opérateurs privés, encore moins de servir un quelconque intérêt personnel. À ces propos, je vous rassure d'ailleurs que toutes les opérations financières liées à cette initiative ont été effectuées à travers les trésors publics en toute transparence et traçabilité. Les produits de la vente des chinchas reçus de la Namibie a été intégralement versé au compte de l'État par des opérateurs privés qui en avaient la charge telle que convenue avec le ministère des Finances. À aucun moment, j'ai manipulé les moindres francs liés à cette opération. Attaché à l'impératif de redevabilité et conscient de l'intérêt manifeste que la représentation nationale portait à cette action du gouvernement, j'avais pris l'initiative d'en dresser un rapport circonstancié à son attention. Ce rapport adressé à l'honorable président de l'Assemblée nationale ainsi qu'à tous les honorables membres du bureau de cette auguste assemblée a été transmis par ma lettre numéro 1770 du 6 janvier 2022. Bien avant cela, j'avais pris soin d'apporter d'amples clarifications sur cette initiative aux honorables sénateurs membres de la commission économique financière et de bonne gouvernance de la Chambre haute de notre Parlement. De la hausse récente des prix des produits de première nécessité sur les marchés locaux. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, à ce qui concerne la préoccupation relative à la hausse des prix des produits de première nécessité observée actuellement sur les marchés, il convient de souligner qu'elle relève en partie de notre dépendance structurelle de l'extérieur. En effet, au niveau international, depuis la reprise économique après le confinement, il est constaté une augmentation substantielle des coûts de fret maritime. À titre d'illustration, les coûts de transport d'un conteneur sur l'itinéraire Shanghai-Europe étaient inférieurs à 1 000 $ en juin 2020, avant de s'élever à environ 4 000 $ en décembre 2020, puis finalement à 7 395 $ à fin juillet 2021. Ce qui équivaut à une hausse de plus de 700% dans l'intervalle d'une année. Les fret maritimes étant une composante majeure des coûts commerciaux des importateurs, une hausse Les fret maritimes étant une composante majeure des coûts commerciaux des importateurs, une hausse de ces derniers se répercute immanquablement sur les prix à la consommation finale. Comme c'était le cas lors du blocage du canal de Suez par les navires Ever Given en mars 2021, c'est aujourd'hui le cas à cause notamment des tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, mais aussi à cause du conflit en Ukraine. À ces propos, il faut aussi noter que la crise militaire opposant la Russie à l'Ukraine accentue la pression sur les prix internationaux de certains produits essentiels, exacerbant ainsi les tensions inflationnistes à travers le monde. C'est le cas notamment du pétrole brut, du charbon, du gypse, du gaz naturel, des engrais, du blé, de l'huile végétale et des poulets, dont une grande partie de la production mondiale
est issu de cette région du monde. Il est aussi de rappeler que la flambée des prix alimentaires est ressentie à l'échelle mondiale. La reprise de l'économie mondiale après le confinement lié à la pandémie à Covid-19 a occasionné une hausse sensible de la demande en produits alimentaires. Dans cette perspective, les achats massifs de la Chine pour combler les déficits observés sur la production intérieure expliquent dans une large mesure la flambée des prix alimentaires, non seulement pour les céréales, mais aussi pour la viande porcine et bovine, ainsi que pour la volaille. Alors que la hausse vertigineuse des cours mondiaux du pétrole brut se répercute violemment sur les prix des carburants à la pompe dans plusieurs pays européens et en Amérique, l'envolée des cours du blé et d'autres produits alimentaires affecte quant à elle la formation des prix domestiques de certains produits essentiels. À titre d'illustration, la République démocratique du Congo importe environ 55% de son blé de la Russie et environ 15% de l'Ukraine, ce qui laisse aisément mesurer les degrés d'exposition aux chocs exogènes sur cette question spécifique. De même, l'augmentation substantielle du prix du charbon, qui est passé de 88 $ la tonne en début 2021 à près de 420 $ la tonne à la même période en 2022. Accentue les pressions sur les prix des ciments produits localement, dont le charbon est l'un des principaux intrants. Toujours sur les prix du ciment local, outre ce qui a été dit sur les coûts accrus d'une part des intrants principaux importés, que sont les charbons et les gypses, et d'autre part du fret maritime, l'on notera que certaines facilités fiscales jadis accordées aux opérateurs du secteur, notamment en matière de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée TVA, étant arrivées à terme, l'impact sur les prix de ces produits fut immédiatement au point que les opérateurs du secteur en ont aussitôt fait part au ministre compétent, à savoir mon collègue de monsieur le ministre des Finances, qui est certainement en train d'examiner leurs requêtes. Cette constatation raconte d'ailleurs les propos du président du Sénégal et président en exercice de l'Union africaine, son Excellence Macky Sall. En effet, s'exprimant à l'occasion du sommet Union européenne-Afrique, tenu à Bruxelles, le président Macky Sall a souligné la fragilité des économies africaines face aux répercussions du conflit russo-ukrainien, tout en invitant les partenaires financiers du continent à accroître leur aide aux pays africains fragilisés qui subissent déjà une inflation réelle du fait du conflit militaire en Europe. S'agissant des denrées produites localement, telles que le maïs et l'huile de palme, la hausse de leur prix est conjoncturelle et saisonnière. Elle est liée à des moments de carence ou d'abondance des produits disponibles sur le marché. Surtout dans les grandes villes. Ici est de noter que l'absence des infrastructures routières, principalement les routes de desserte agricole, et l'insécurité dans certaines zones du pays demeurent des véritables défis pour l'approvisionnement des grands centres de consommation à produits locaux. Aussi, il faudrait souligner la prolifération des barrières routières illégales, longtemps décriées, à laquelle votre gouvernement s'attaque et qui a fait d'ailleurs l'objet de discussions lors de plus d'un conseil des ministres. Pour certains produits locaux, tels que l'huile de palme, il a été constaté que leurs prix sont tout simplement indexés sur les cours mondiaux par les producteurs locaux pour des raisons purement économiques et commerciales. À tout cela s'ajoute le fait que l'expansion démographique, notamment en milieu urbain, entraîne une pression sur la demande globale en produits alimentaires, alors que l'offre reste minée par des contraintes structurelles d'ordre divers. Encore une fois, une réponse définitive à ces problèmes de hausse des prix nécessite la conjugaison d'actions transversales qui dépassent les cadres limités du ministère de l'économie nationale et qui doit s'inscrire dans une planification industrielle holistique. Pour ma part, c'est depuis l'investiture du gouvernement que je m'emploie à y apporter des solutions conjoncturelles
des mieux indiqués. Dans les limites des possibilités définies par mes attributions et selon les orientations de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, j'ai initié une série de concertations avec les opérateurs économiques du secteur productif qui nous a permis de formuler ensemble des propositions de mesures adéquates en vue de juguler les effets pervers du conflit en Ukraine. Un rapport circonstancié sera fait au Premier ministre pour des actions urgentes à réaliser par l'ensemble du ministère concerné. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, à ce qui concerne la question du contrôle des structures des prix, ainsi que vous le savez, notre pays, dans le cadre de l'économie libérale, choisit, ne pratique pas la politique de fixation autoritaire des prix. Néanmoins, il a fait un contrôle a posteriori et veille à ce que la marge bénéficiaire des opérateurs économiques reste dans les limites fixées par les lois et règlements. Pour renforcer l'efficacité et le professionnalisme de ces contrôles a posteriori, j'ai commencé par la formation de 182 inspecteurs du ministère de l'économie nationale. Assermentés à qualité d'officiers de police judiciaire, OPJ, à compétences restreintes, ces inspecteurs ont aujourd'hui la charge de rechercher et de faire sanctionner les infractions à la réglementation économique dans le strict respect des règles d'éthique et de déontologie et sans le moindre recours à une quelconque forme de tracasserie. Cela n'était pas arrivé au sein du ministère de l'économie nationale depuis plus de 30 ans. Dans cette même lancée, j'ai signé une centaine d'ordres de mission couvrant l'ensemble du territoire national en vue de contrôler les structures des prix des biens et services des produits localement et importés, de vérifier les circuits d'approvisionnement et de distribution conformément à la législation économique en vigueur. Du rapport préliminaire des inspecteurs déployés sur le terrain, il y ressort de toute évidence que l'efficacité du contrôle économique est non seulement tributaire des moyens alloués à cette fin, mais aussi et surtout de la force de dissuasion de l'État. À cet effet, j'aimerais porter à l'attention particulière des honorables députés que le ministère de l'économie nationale dispose d'un potentiel important de dissuasion des infractions en matière de prix. Cependant, ce potentiel est aujourd'hui mis en difficulté par le fait d'un assouplissement récent de la législation en matière. En effet, les sommes indûment perçues par les opérateurs économiques qui pratiquent des prix illicites sont injustement confisquées à la population alors que ces montants devraient être intégralement reversés au trésor public. Mais les nouvelles dispositions de la loi dispensent étrangement les opérateurs de l'obligation d'un remboursement. Aussi, les amendes prévues par la loi pour sanctionner la pratique des prix illicites sont fixées à des niveaux très bas et ne sont donc pas susceptibles de décourager cette pratique frauduleuse, préjudiciable tant pour les consommateurs que pour les trésors publics. C'est ainsi que j'en appelle à votre profond sens patriotique pour prendre les initiatives qui s'imposent à vue de renforcer notre législation à la matière et décourager la pratique des prix illicites. Honorables députés, honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, les contrôles économiques de cette année, uniquement pour le secteur d'importation des produits céréaliers, nous donnent un résultat de 150 millions de dollars américains pour cette année. Donc les entreprises Sosimex, 81 millions de dollars américains, la société égale 53 millions de dollars américains et les autres entreprises se partagent. Et vous remarquerez que après cet exercice, il y a certaines sociétés qui contournent ou qui veulent contourner la loi, qui ont fermé. De la même manière, lorsque nous avons fait les rapports à la haute hiérarchie sur la fraude de ces opérateurs économiques, vous avez vu que nous avons retiré les licences des importations de 5 sociétés
Et la plus grande société, c'est Mino Congo et ses 4 sociétés écrans. Honorables députés de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, dans le cadre de la rationalisation des tarifs des services aériens, j'ai organisé une série de concertations avec les opérateurs du secteur aérien. Ces derniers ont soumis au gouvernement un ensemble de préoccupations devant être rencontrées avant la révision des tarifs de leur secteur. Le gouvernement ayant répondu favorablement à ces préalables, j'ai publié l'arrêté ministériel numéro 007 17 août 2021, modifiant et complétant l'arrêté ministériel numéro 051 du 18 août 2015, portant fixation des tarifs des services aériens sur les réseaux domestiques en République démocratique du Congo, consacrant ainsi une diminution considérable du prix des billets d'avion. Cependant, les dénonciations de certains passagers qui m'en sont parvenus ont fait état d'une violation de la tarification récemment publiée sur certains trajets en particulier. Y faisant suite, j'ai saisi les responsables des compagnies incriminées quant à l'impératif d'observer scrupuleusement la tarification officielle tout en les mettant en garde sur d'éventuelles sanctions en cas de non-respect de la réglementation. En dehors de quelques cas isolés, actuellement sous examen, tels que les trajets Goma-Beni et Goma-Chabunda, la nouvelle tarification est également respectée sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, les efforts supplémentaires méritent d'être fournis pour renforcer la concurrence dans le secteur en vue d'améliorer l'offre de services et pour mieux desservir l'étendue du territoire national. Ces efforts passent notamment par l'acquisition de nouveaux appareils au bénéfice de la compagnie nationale dont les charges administratives méritent par ailleurs d'être rationalisées pour son efficiente gestion. Selon les standards internationaux, une société qui a un avion ne peut avoir que 70 travailleurs. Notre compagnie aérienne aujourd'hui, qui a des appareils, malheureusement, il se trouve qu'elle a 700 travailleurs. Et c'est là le vrai problème de gestion. De la gestion du secteur pétrolier et du pénurie d'essence dans certaines sections. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, s'agissant de la problématique des produits pétroliers, la motion m'adressée fait aussi état de pénurie d'essence dans les stations de la capitale, occasionnant une hausse des prix des transports et exacerbant le phénomène de demi-terrain autant qu'une envolée du prix du carburant à l'intérieur du pays. Sur les mêmes registres, les honorables députés signataires de la motion évoquent une gestion peu orthodoxe du secteur pétrolier favorisant l'enrichissement sans cause des opérateurs du secteur ainsi que de leurs complices. Avant toute chose, permettez-moi d'apporter une petite précision technique et susceptible de lever ce qui semble être inéquivoque quant à l'étendue des responsabilités du ministère de l'économie nationale dans la gestion du secteur pétrolier. En effet, ce secteur couvre un champ relativement large, allant de l'exploitation du pétrole brut à l'importation et la distribution des produits raffinés. Sur ce large spectre, le ministère de l'économie nationale exerce la responsabilité de la fixation des prix des carburants à la pompe après concertation entre la profession pétrolière et le gouvernement. C'est donc dans les limites des responsabilités qui me sont dévolues que je vais m'évertuer à répondre aux préoccupations posées concernant le secteur pétrolier. Les produits pétroliers font partie des quatre produits stratégiques dont les prix sont fixés par le gouvernement à travers le ministère de l'économie nationale. La réglementation en vigueur
prévoit que la structure des prix des carburants devait faire l'objet d'une actualisation lorsque l'un des 3 paramètres principaux qui la constituent connaît une variation de plus de 5%, à la hausse ou à la baisse. Il s'agit du prix moyen frontière commerciale qui indique les coûts d'acquisition du carburant auprès des fournisseurs et qui évolue en fonction des prix internationaux du pétrole brut, du taux d'échange ainsi que du volume mis en consommation. Cependant, en raison de son caractère imminemment stratégique, la mise à jour des paramètres de la structure des prix reste sujette à une analyse minutieuse. Cette analyse tient compte de l'impact potentiel d'une forte volatilité des prix à la pompe sur le bien-être de la population, considérant qu'une hausse non maîtrisée des prix des carburants peut entraîner une contagion au prix des autres biens et services essentiels comme les transports et les produits alimentaires. Dans ce contexte, et pour préserver les produits d'achat des ménages, le gouvernement a souvent recouru au gel des prix. À titre d'illustration, le prix de l'essence a été maintenu à 1995 francs congolais par litre de mai 2020 à janvier 2022 à l'ouest du pays, alors que le prix du pétrole brut sur le marché international avait connu une augmentation de 147% sur la même période. Il en découle par conséquent que les prix fixés à la pompe sont inférieurs à leur niveau réel, c'est-à-dire à celui qui assure aux opérateurs leur marge bénéficiaire légale après avoir amorti les coûts d'acquisition du produit. En guise de compensation, l'État s'engage à rembourser à la profession pétrolière les pertes et manques à gagner découlant du gel des prix à la pompe et dont le montant constitue en fin de compte une subvention accordée aux consommateurs. À ce jour, cette subvention coûte au trésor public des dizaines de millions de dollars américains par an et évolue de manière croissante à raison de la fluctuation du prix du produit brut. En effet, l'augmentation des cours du pétrole brut sur le marché international entraîne en conséquence l'accroissement quotidien des écarts entre les prix fixés à la pompe et les vrais prix du marché. À titre illustratif, en janvier 2021, la vérité des prix fixait les litres d'essence à l'ouest à 2100 francs congolais, alors que les prix à la pompe étaient de 2095. À ce jour, les litres d'essence s'élevaient à 3500 francs congolais, compte tenu des paramètres du marché, mais l'essence continue à se vendre à 2095 francs congolais, les litres. La différence de 1405 francs congolais les litres pour chaque litre acheté constitue la subvention devant être prise en charge par l'État. Par ailleurs, le conflit russo-ukrainien a fait bondir les cours mondiaux des produits énergétiques sans donner une perspective claire sur l'échéance probable d'un retour à la normale. Est-il nécessaire de rappeler ici que même les économies les plus résilientes et plus avancées que la nôtre subissent durement les effets du conflit susmentionnés sur les niveaux des prix inférieurs. À cela s'ajoute la position prise par les pays membres de l'OPEP quant à la gestion de leur offre de pétrole brut. En raison de l'importance de ces écarts et des volumes croissants de carburants mis en consommation, les gels des prix occasionnent une pression insoutenable sur les finances publiques du fait de l'accumulation de la créance de l'État vis-à-vis des pétroliers qui fragilise tous les systèmes d'approvisionnement du pays. En même temps, l'étroitesse de la trésorerie publique ne permet pas toujours au gouvernement de rembourser régulièrement et exhaustivement la créance due aux opérateurs pétroliers qui est consécutive aux pertes occasionnées par les gels des prix à la pompe. En effet, l'inadéquation entre les moments où les pertes sont subies par les pétroliers et les moments où elles sont effectivement remboursées réduit considérablement leur capacité à faire face à leurs engagements financiers auprès des fournisseurs, faute de disponibilité de trésorerie. C'est pour cette raison que les petits opérateurs indépendants disparaissent du secteur les uns après les autres,
n'étant pas capable de négocier des modalités de paiement différées avec les fournisseurs comme les opérateurs majeurs du fonds. Pour prendre en charge cette question hautement sensible, j'ai entrepris Honorables députés, chers collègues, soyons patients. Soyons patients. Laissons Monsieur le ministre poursuivre sa défense. Soyez patients. Je vous en prie, soyez patients. Pour prendre en charge cette question hautement sensible, j'ai entrepris depuis ma prise de fonction de maintenir un dialogue permanent avec la profession pétrolière en étroite collaboration avec tous mes collègues du gouvernement impliqués dans la gestion de ce secteur d'activité dans le cadre du comité de suivi institué au sein de mon ministère. Ce qui nous a permis de procéder à des révisions des prix à la pompe en recherchant à maintenir l'équilibre entre l'impératif de la préservation du pouvoir d'achat de la population et celui de la viabilité financière des opérateurs pétroliers. Pour toutes ces raisons, j'ai accompagné la Société nationale des hydrocarbures, Sonahydraulique, en lui accordant une subvention qui lui a permis de reconstituer son fonds de roulement et d'améliorer sa position commerciale dans ce secteur. Ces efforts vont continuer et vont s'étendre à Cobil SA pour que ces sociétés détenues par l'État jouent pleinement leur rôle d'outil stratégique. Toutefois, j'aimerais rassurer les honorables députés nationaux que le gouvernement suit de près la question des approvisionnements en carburant et que les alertes sur les pénuries éventuelles relèvent davantage de la rumeur malveillante et la désinformation volontaire plutôt que des faits avérés. Par ailleurs, la difficulté d'acheminement du carburant à l'intérieur du pays par manque d'infrastructures adéquates, les taxes de transit instituées au niveau des provinces pour le passage des camions transportant du carburant d'une province à l'autre explique la hausse de son prix dans certaines parties du territoire national comparativement aux centres urbains. Quant à la problématique des prix des transports urbains et du phénomène déplorable des demi-terrains, elle relève de la compétence des autorités urbaines qui ont la charge de réguler les prix des transports au niveau décentralisé et je n'ai aucun doute sur le fait qu'elle travaille à y apporter des solutions idoines. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, honorable député national, en acceptant de me nommer au sein du gouvernement, son Excellence, Monsieur le Président de la République, à qui je rends un hommage mérité, m'a confié la charge d'un portefeuille particulier dont l'intitulé évocateur cristallise à lui seul les attentes et les espoirs de tout un peuple, l'économie nationale. Dès lors, je comprends parfaitement que dans l'imaginaire collectif, il revient au ministre de l'économie nationale de répondre de la politique du gouvernement sur toutes les matières qui, de loin ou de près, touchent au progrès économique et social. À cet effet, il devrait répondre à la politique industrielle, de la politique agricole et de pêche, de la politique d'accompagnement à l'entrepreneuriat et aux PME, sans oublier la politique financière et sociale. Fort malheureusement, la nature et la portée de mes actions à la tête du ministère de l'économie nationale sont circonscrites dans les limites définies par les attributions qui me sont dévolues au regard de la loi et qui se résument en deux axes majeurs: la régulation et le contrôle. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorables membres du bureau, honorables députés nationaux, permettez-moi de conclure sur une note personnelle en vous remerciant encore de cette opportunité que vous m'accordez de venir éclairer l'opinion nationale après plusieurs mois d'épreuves personnelles. Dès ma prise de fonction, c'est en parfaite connaissance des risques encourus que j'ai pris la décision de m'attaquer à des sujets aussi délicats que périlleux, tels que la rationalisation des structures des prix des produits de première nécessité, mais
je n'ai jamais douté un seul instant du soutien inconditionnel de nos compatriotes et de votre auguste assemblée. Face à la résistance de certains intérêts particuliers que je me réserve de citer, qui privent allègrement l'État de ses ressources, qui confisquent impunément le pouvoir d'achat des Congolais, qui servent de relais à des activités de blanchiment des capitaux et qui aujourd'hui menacent même mon intégrité physique. Je n'ai jamais douté qu'avec l'aide de Dieu et le soutien de tous, nous parviendrons à nous élever au-delà des clivages politiques afin de restaurer notre peuple dans sa dignité et dans sa grandeur sous la conduite du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ainsi, chaque décision que j'ai prise, chaque action que j'ai menée et tous les ailes que je déploie dans l'exercice de mes fonctions l'a été pour ce noble objectif. Honorable Président national, honorable membre du bureau, honorable député, telle est l'économie des réponses que j'ai daigné formuler pour rencontrer un temps soit peu les préoccupations soulevées par les honorables députés nationaux signataires de la motion qui m'a été adressée. Je me suis donc, pour ne pas abuser de votre précieux temps, abstenu d'évoquer ici d'autres sujets qui furent évoqués dans certains médias, dont ceux en ligne, et qui n'ont pas été repris dans les textes de la motion et qui m'a été adressée. J'espère vivement que les explications que je vais de fournir apporteront un éclairage nouveau à votre auguste assemblée sur l'ensemble des problématiques soulevées. Je vous remercie. Nous vous remercions, Monsieur le ministre. Tujibikala tusangi jibo muzu bwa chimwendo wa bukalenga nujibikala nujumwano nokaye no kunyuma kwa mei mama no kokuluko ji menne ujutangila mabanji aji